Aujourd'hui, on va s'intéresser à un ingrédient qui est vraiment à part. Un ingrédient qui respire à la fois le luxe et le mystère. La truffe. Mais au-delà de son parfum incroyable et de son prix qui peut vite grimper, il y a une histoire. Une histoire pleine de rebondissements, de superstitions et d'innovations. Le diamant de la cuisine. La phrase est parfaite, non? C'est Brillat Savarin qui a écrit ça il y a presque 200 ans. Et il avait tout compris. Ça pose tout de suite le décor. La truffe, c'est un joyau, un trésor qu'on a chéri, parfois perdu, puis retrouvé au fil des siècles. C'est la question de fond, en fait. Comment est-ce qu'un simple champignon qui pousse sous terre a réussi à se faire une place à la table des rois et des plus grands chefs du monde? Le voyage pour comprendre ça est assez fascinant, alors on y va. Allez, on commence notre voyage dans le temps. Et le premier arrêt nous montre à quel point la réputation de la truffe a pu faire le grand écart. On est passé du divin au démoniaque. Un changement de statut assez spectaculaire qui a duré des millénaires. L'histoire de la truffe, c'est un peu les montagnes russes. Dans l'Antiquité, c'était le top. On parle des pharaons qui en mangeaient, et les Grecs et Romains, eux, pensaient carrément qu'elle naissait de la foudre, un cadeau des dieux, rien que ça. Et puis, c'est la chute libre au Moyen-Âge. Son aspect tout noir, le fait que rien ne pousse autour, ça lui a collé une réputation diabolique. On l'a carrément associée aux sorcières. Heureusement, la Renaissance arrive et la truffe fait son grand retour, notamment grâce au pape en Avignon et au roi François Ier qui l'adore. Ouf. Bon, après ces hauts et ces bas, on arrive à l'époque où la truffe va vraiment asseoir sa légende. C'est au 19e siècle que tout s'accélère et qu'on passe d'un produit rare à une véritable industrie. Plus de 1000 tonnes. Essayez d'imaginer ça. À la fin du 19e, c'était la production annuelle en France. Certains avancent même le chiffre de 2000 tonnes. C'était l'âge d'or, le vrai. La truffe était tellement abondante que dans certaines régions, comme le Périgord, on la mangeait presque comme nous on mangerait des pommes de terre. Alors, comment on explique une telle explosion? C'est le résultat de deux grands événements historiques. D'un côté, une politique de reboisement qui a permis de planter plein de chênes. Et de l'autre, paradoxalement, une catastrophe. Le phylloxéra qui a complètement ravagé les vignes. Les terres viticoles abandonnées se sont avérées être le sol parfait pour les chênes truffiers. Le malheur des uns a fait le bonheur des autres. Mais cette production de masse n'aurait jamais pu exister sans une découverte absolument fondamentale. Il a fallu passer de la simple cueillette au hasard à une véritable culture. Et c'est là que l'histoire nous réserve une petite surprise, avec un débat sur qui a vraiment été le premier. Pendant très très longtemps, personne ne savait comment la truffe poussait. C'était un secret de la nature. Et puis, au début du 19e siècle, il y a ce gars, Joseph Talon, un agriculteur du Vaucluse, qui a une idée de génie. Il se dit, tiens, et si je plantais des glands qui viennent de chênes qui donnent déjà des truffes? Et bingo, 10 ans plus tard, il récolte des kilos de rabasses, c'est le nom de la truffe en Provence. Il venait de comprendre le principe de la mycorrhization, cette association entre l'arbre et le champignon. L'histoire officielle a longtemps désigné Joseph Talon comme l'inventeur de la trufficulture. C'était lui le héros, sauf que des recherches plus récentes sont venues un peu bousculer cette belle histoire et ont sorti un autre nom de l'ombre. En fait, les archives ont parlé. Et elles nous disent que c'est un certain Pierre Mauléon, un meunier près de Loudun, qui avait tout compris bien avant Talon. On parle de près de 50 ans d'avance. Alors pourquoi est-ce que tout le monde connaît Talon et pas Mauléon? Eh bien c'est simple, Talon a été le premier à en faire un business. Il a commercialisé ses plantes, il a fait fortune, il avait le sens des affaires et c'est son nom que l'histoire a retenu. Savoir comment faire pousser des truffes, c'est une chose, mais ensuite, il faut les trouver sous terre. Et pour ça, les méthodes de récolte sont tout aussi passionnantes. Dans le milieu, on a un vocabulaire bien précis. On ne cherche pas les truffes, on cave. La personne qui cherche est un caveur ou un rabassier en Provence. Et il a son outil fétiche, le cavadou. C'est une sorte de petit piolet qui permet de sortir la truffe délicatement, sans l'abîmer, et surtout en protégeant le sol pour les récoltes futures. Alors, qui aide le caveur? L'image qu'on a tous en tête, bien sûr, c'est le cochon. Ou plutôt la truie. Son flair est naturel, super puissant. Le problème, c'est qu'elle est aussi gourmande qu'efficace. Une fois qu'elle a trouvé la truffe, bonne chance pour la récupérer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le chien la star. Il est beaucoup plus discipliné, plus facile à gérer, et surtout, il se contente d'une caresse ou d'une croquette comme récompense. Il ne mange pas le butin. Et puis, il y a une technique un peu secrète pour les puristes, la recherche à la mouche. Oui, avec une mouche. Il faut repérer le vol d'une espèce bien particulière qui est attirée par l'odeur d'une truffe bien mûre. Elle va se poser sur le sol, juste au-dessus, pour y pondre ses œufs. L'œil d'un expert sait la reconnaître et comprend qu'un trésor se cache juste là, en dessous. Ça demande une patience et un sens de l'observation assez incroyable. Bon,
On a voyagé dans le passé, on a vu les techniques, mais revenons à aujourd'hui. Parce que malgré toute sa gloire, l'avenir du diamant noir en France est loin d'être assuré. Il fait face à des menaces très sérieuses. Il suffit de regarder ces chiffres pour comprendre le problème. La chute est juste vertigineuse. On est passé de plus de 1000 tonnes à la fin du 19e à moins de 50 tonnes aujourd'hui. L'âge d'or est très, très loin. Les guerres, l'exode rural ont joué un rôle, mais aujourd'hui, une nouvelle menace pèse lourdement. Le coupable numéro 1 de cette incertitude, c'est le changement climatique. Les sécheresses en été sont de plus en plus fortes et c'est le pire ennemi de la truffe. Ça stresse les arbres, ça empêche le champignon de se développer correctement. Alors pour survivre, la trufficulture doit s'adapter. Il faut irriguer, ce qui coûte cher, ou même déplacer les zones de production plus au nord ou plus en altitude. Toute la recherche travaille là-dessus, pour trouver des solutions, peut-être avec des arbres plus résistants. Finalement, notre parcours nous amène à cette conclusion un peu troublante. Pendant des siècles, le grand mystère, c'était de savoir comment la truffe naissait. Un mystère qui a été résolu par des pionniers comme Mauléon et Talon. Aujourd'hui, le plus grand mystère est bien plus angoissant. C'est de savoir si elle va survivre. Est-ce que la truffe française va réussir à traverser les défis de notre siècle? La question est posée.